Voilà, bonsoir Yacine, merci beaucoup de ta présence avec nous en direct, tardivement. Bonsoir David, bonsoir. Voilà, la dernière session en français de la soirée qui va nous emmener pour ce qui est heure française jusqu'à minuit. Donc merci à tous ceux qui restent avec nous. Bonjour à nos amis québécois, à nos amis qui sont peut-être du côté de l'Amérique du Sud, en Guyane et en Afrique du Nord ou que sais-je encore, tous nos amis francophones là-bas. Donc bienvenue pour cette session Yacine pourra vous répondre à vos questions à la fin de sa session puisqu'il aura un petit peu, enfin quelques minutes pour le faire, donc on le retrouvera tout à la fin de sa session. Merci, à tout à l'heure Yacine. À tout à l'heure. Donc je suis très content d'être parmi vous ce soir dans ce premier conférence de la communauté élastique. Je vais partager avec vous un cas d'usage de la suite élastique dans le domaine du revenu assurance et plus particulièrement dans le contexte d'un opérateur de télécommunications. Donc pour me présenter, je m'appelle Yassine Lasri et je travaille en tant que chef de produit analytique chez Synapticiel. Et mon histoire avec la suite élastique a démarré en début 2017 avec la version 5. Et en fait, on travaillait sur un projet de refonte et on devait mettre en place un premier prototype. Et là, un de mes collègues me recommande d'expérimenter la stack ELK. 4 ans plus tard, pratiquement dans chaque projet, il y a au moins Elasticsearch chez Kibana. Et donc ça devient vraiment mon quotidien. Par ailleurs, je suis organisateur du groupe Elastic Maroc. Donc on organise un meet-up par mois, pour le moment en mode virtuel, où on essaye de partager des retours d'expérience autour de la suite élastique. Je suis aussi certifié Elasticsearch et la semaine dernière on m'annonce que je suis contributeur Gold pour l'édition 2021. Donc c'est un nouveau badge qui se rajoute et je pense qu'il me reste encore 2 autres badges sur lesquels je dois travailler cette année. Donc comme je disais, je travaille chez Synapticiel, qui est un éditeur de logiciels basé au Maroc. Nous travaillons essentiellement avec des opérateurs et des régulateurs du secteur de télécommunications en Afrique et nous éditons une solution de Big Data Analytics. D'ailleurs, dans sa dernière version, elle est basée sur la suite élastique et dans laquelle nous implémentons des cas d'usage autour des revenus assurance, du fraud management, de l'expérience client et de l'observabilité des réseaux d'une manière générale. Depuis 2019, nous sommes partenaires officiels d'Elastic et donc nous assistons nos différents clients dans l'intégration des solutions comme Elastic Sécurité, Elastic Observabilité et Enterprise Search. Voilà, donc on arrive au cœur du sujet de ce soir, qui est l'incohérence de données entre plusieurs systèmes. C'est une problématique très récurrente chez les opérateurs de télécommunications, mais qu'on peut retrouver dans d'autres contextes comme la banque, les assurances, les services financiers ou les e-commerce. Et dans ce qui suit, je vais partager avec vous pourquoi et comment la suite élastique nous a aidés dans la résolution de cette problématique. Donc, dans le contexte d'un opérateur de télécommunications, et vu la complexité de son système d'information, on se retrouve avec énormément de silos de données. La plupart des parcours clients, que ce soit dans la boutique en ligne, en agence ou en centre d'appel, n'importe quelle prise de commande fait intervenir plusieurs systèmes. Par exemple, nous avons besoin des données de l'inventaire depuis le RP, nous avons aussi besoin des informations sur les offres et services depuis le catalogue. On a besoin aussi d'un CRM pour l'unification des référentiels clients et souscriptions et aussi les interactions. Et enfin, on a besoin d'un système pour la facturation récurrente et le recouvrement. Et ajoutons à cela la complexité de l'infrastructure réseau qui est généralement masquée par plusieurs systèmes opérationnels qui facilitent la mise en service pour le client final. Une fois le client est activé, il commence à utiliser le réseau et donc génère des transactions. Ces transactions peuvent être des appels voix, des SMS, des connexions internet, des achats de bundles ou des paiements mobile money. Ces transactions doivent remonter vers les systèmes back-office pour différents besoins. D'abord pour la facturation entre opérateurs et ensuite pour la facturation en détail pour les clients. Le challenge de l'opérateur est de vérifier que
tout usage du réseau est bien facturé pour les clients. Donc on doit s'assurer qu'aucun client n'est sous-facturé pour les services qu'il utilise. Aujourd'hui, pour des offres basées sur la fibre optique, on estime que jusqu'à 15% des services utilisés réellement sur le réseau ne sont pas facturés, et donc ce qui constitue une énorme perte de revenus. De l'autre côté, on doit s'assurer qu'aucun client n'est surfacturé pour les services qu'il utilise. Et donc cela nécessite la mise en place d'un processus de rapprochement automatisé et à l'échelle pour détecter ce genre d'incohérence. Dans notre contexte, on parle facilement d'une dizaine de millions de souscriptions à rapprocher entre le CRM, la facturation et les éléments du réseau, mais le gros challenge, c'est les centaines de millions à rapprocher chaque jour. Et c'est là où des outils comme la stack élastique jouent un rôle essentiel. Donc le choix de la stack élastique, au-delà de sa gratuité, a été motivé par plusieurs raisons. D'abord, pour la scalabilité horizontale native de Elasticsearch, mais aussi pour la rapidité de la recherche, de l'ordre de quelques millisecondes, ce qui donne une meilleure expérience d'analyse pour les analystes revenus assurance. Et enfin, l'intégration native entre les 4 composantes de la stack ne facilite le cycle de vie de mise en place. Donc plus concrètement, le cycle de vie qu'on a adopté, c'est pratiquement le même dans tous les projets à base de la suite élastique. Une première phase d'intégration des données où on utilise des agents comme Filebit et Logstash, et ensuite une deuxième phase de traitement des données où on a besoin de parser les événements, de les normaliser vers un schéma OCS, et ensuite pour les enrichir avec des dimensions métiers pour des besoins d'analytique. Donc ceci se fait soit au niveau de Logstash, soit au niveau des nœuds ingest d'Elasticsearch. Et enfin, les données sont stockées et corrélées dans Elasticsearch. Kibana est utilisé pour visualiser les incohérences et déclencher des actions de résolution. Donc dans notre contexte, on n'a pas toujours la possibilité de déployer des agents Filebit au niveau du source de données. Donc nous utilisons essentiellement des pipelines Logstash, et Logstash il nous permet de se connecter directement à des bases de données SQL comme le CRM, la facturation. Et il nous permet aussi de se connecter à des équipements réseau à travers le protocole SNMP ou HTTP. Et il nous permet aussi de se connecter à des brokers comme Kafka ou d'autres systèmes met à disposition les données dans des topics spécifiques. Des fois, il y a des systèmes qui nous distribuent des fichiers réseau qu'on traite directement avec Logstash, mais au cas où on n'a pas la possibilité d'avoir un système qui nous distribue les sources réseau, on a nos propres plugins qu'on a développés en Java dans Logstash. Par exemple, un input qui permet de récupérer directement par FTP les fichiers depuis les sources réseau, et des codecs qui permettent de lire le contenu de ces fichiers. Ça, c'est un exemple d'événement généré par la même transaction dans différents systèmes. Donc là, il s'agit d'un parcours client de paiement de facture. Donc le client initie la transaction depuis le menu USSD et le USSD discute avec un gateway de Mobile Money qui gère les opérations de débit crédit du compte virtuel des clients, et ce dernier a besoin de discuter avec le système de facturation pour enregistrer un paiement et lettrer une facture. Et donc on voit que les 3 événements arrivent de plusieurs sources. Le premier, on le récupère directement par le input file. Le deuxième événement, il est envoyé par un agent Filebit. Et le troisième événement, on le récupère par une connexion JDBC directement depuis le système de facturation. Et on voit clairement qu'il y a une corrélation commune entre les trois événements. Donc une fois ces événements arrivent au niveau des filtres,
on a besoin d'appliquer un certain nombre de transformations, mais beaucoup plus des enrichissements pour ajouter des dimensions métiers pour des besoins d'analytique. Donc, Logstash offre la possibilité d'enrichir à travers des filtres comme Translate, et donc on peut enrichir avec un dictionnaire en YAML ou avec des données de référence qui sont sur des bases de données SQL ou bases de données en mémoire ou des API REST ou carrément des index de référence dans Elasticsearch. Donc là, par exemple, à partir du numéro de téléphone, on récupère le contexte du client et son offre. Et à partir de l'IMEI, on enrichit avec les caractéristiques du téléphone depuis la base de données GSMA. Et à partir de la cellule réseau, on enrichit avec la géolocalisation de l'abonné. Et si on est dans un contexte de régulateur, on applique un filtre pour anonymiser les données à caractère personnel, comme le numéro de téléphone et l'IMEI par exemple. Et donc nous arrivons à la phase finale et la plus importante dans notre cas d'usage, qui est la corrélation. Donc au départ, on avait le choix d'utiliser le filtre aggregate. Malheureusement, il n'était pas adapté à notre cas d'usage pour la simple raison, c'est que pour pouvoir utiliser le filtre aggregate, on devait démarrer le pipeline Logstash avec un seul processeur. Et que le premier événement qui arrive, il doit attendre un certain temps l'arrivée des autres événements avant de les joindre et les envoyer vers Elasticsearch. Donc c'était pas du tout adapté à notre cas d'usage. On avait des centaines de millions d'événements qui arrivent, donc on pouvait pas faire ça. Donc nous avons opté pour une corrélation directement dans Elasticsearch. Donc le premier événement qui arrive, il est directement ajouté dans l'index, et le prochain événement qui arrive avec la même corrélation, il est ajouté au même document précédemment indexé. Ça c'est possible grâce à des actions de update au niveau des plugins output Elasticsearch. On ajoute aussi des scripts painless qui nous donnent la possibilité de faire des comparaisons directes et indexer le résultat. Et parallèlement, on envoie chaque événement dans un index séparé selon le type de l'événement pour des analytiques après. Donc je vais tout de suite vous montrer quelques écrans sur Kibana pour voir un peu à quoi cela ressemble. Donc là je suis sur Kibana, donc Logstash il envoie les événements corrélés dans un index séparé, et donc les événements corrélés ça ressemble à ça. Donc on voit ici que les attributs en provenance des premiers systèmes, et ensuite les attributs en provenance du système de facturation et de l'USST. Donc ça c'est l'avantage du plugin Output Elasticsearch, qui nous permet de mettre à jour des documents existants sans les écraser. D'ailleurs on voit que la version s'incrémente à chaque fois qu'il y a un nouveau événement qui arrive avec la même corrélation. Et parallèlement, les événements enrichis, chacun selon son type est redirigé vers des index séparés pour des besoins d'analytique. Derrière chaque type d'index, on applique une politique de rétention spécifique. Donc pour les données corrélées, on applique un template qui en général purge les données systématiquement au-delà de 2 ou 3 semaines, parce qu'on n'en a pas besoin de les garder, et donc ça permet d'alléger le cluster au lieu d'avoir les données dupliquées. Donc derrière c'est l'index des données corrélées, il y a des watchers qui s'exécutent régulièrement pour détecter les incohérences et de les indexer différemment. Voilà.
Et donc les autres index qui doivent rester pour longtemps, entre 3 et 6 mois, donc il y a une politique de rétention spéciale. Voilà. Donc les analystes de revenus assurance ont accès directement à Kibana, que ça soit pour requêter les index enrichis séparément ou bien requêter directement l'index corrélé. Donc la première solution, c'était de leur configurer des requêtes de recherche qu'on a enregistrées, et que derrière chaque requête, on ajoute des filtres de type painless. Voilà, donc ça, à partir du moment que dans le même document, on a tous les attributs en provenance des autres systèmes, donc on peut écrire des filtres avec des scripts painless facilement. Mais avec l'adoption des Kibana par les analystes, il y avait un besoin que les gens devaient être autonomes et définir leurs propres filtres. Et donc, ils sont pas forcément très à l'aise avec du painless. Donc, l'idée, c'était ensuite de leur ajouter des scripted fields au niveau de Kibana. Comme ça, ils peuvent ajouter directement ces filtres au niveau de leur requête de recherche. Donc les deux approches par rapport à Elasticsearch sont pratiquement la même chose. Donc Kibana va générer une requête DSL avec des filtres où il y a du painless, et donc Elasticsearch qui va se taper tout le boulot et exécuter ce script au moment de la recherche. Donc des fois, ça, sur des millions de transactions, ça prend énormément de temps, et donc ça dégrade l'expérience utilisateur. Et donc, il fallait revenir dans la configuration des pipelines Logstash au niveau de l'output, et d'inclure des scripts painless qui nous permettent de faire les comparaisons plus ou moins lourds et d'indexer directement le résultat. Comme ça, les analystes ont directement des champs précalculés. Là, par exemple, on calcule un champ qui montre la différence de paiement entre le gateway de mobile money et le système de facturation. Donc l'analyste peut écrire directement des requêtes KQL pour dire sors-moi tous les paiements qui présentent un écart de paiement entre deux systèmes. Donc voilà, ça c'était l'approche qui a fonctionné correctement, qui a donné une meilleure expérience de recherche. Voilà. Donc, à fur et à mesure qu'il y a une forte adoption de Kibana, donc il y avait des besoins qui ressortent à chaque fois de rendre un peu les analystes autonomes et de leur donner la possibilité de définir des règles de détection. Donc ce sont des gens qui ne sont pas forcément à l'aise, comme j'ai dit, avec des scripting painless, et donc pas forcément ils peuvent écrire des watchers. Et donc l'idée, c'était d'expérimenter un peu l'application SIM, parce que quand même dans les dernières versions, le SIM arrive avec un moteur de détection, et à partir du moment qu'on a déjà les données corrélées dans le même document dans Elasticsearch, donc on peut écrire des requêtes KQL rapidement et de programmer l'exécution. Et donc le moteur de détection va plus ou moins faire exactement le même travail que le Watcher. C'est vrai, pas au même niveau d'avancement que le Watcher, mais ça répond aux besoins de rendre les analystes autonomes. Donc ils peuvent définir des règles de détection, les planifier, et une fois les règles détectent des incohérences sous forme de signaux, c'est des signaux qui sont logués dans des index spécifiques dans Elasticsearch, et auquel on peut accéder directement à partir de l'interface du SIM et voir exactement l'événement objet de l'anomalie. Voilà, donc et cela donc au niveau des signaux, en général c'est exactement la même chose que les watchers. Donc quand le moteur de détection détecte une anomalie,
il log les attributs du document en question. Donc, à partir de l'index des signaux, donc on peut créer un index pattern et donner la possibilité aussi aux analystes de visualiser directement les résultats de l'incohérence au lieu d'utiliser le watcher. Donc voilà, c'est un peu ça l'objectif de ma présentation de ce soir, et je vous remercie. Merci Yacine pour cette présentation super instructive. J'ai pas vu de questions. J'en ai pas vu ni dans le stage ni dans le Q&A. Si jamais vous avez des questions à poser à Yacine, n'hésitez pas sur Twitter ou au niveau de la communauté. Yacine est très connu et Yacine nous aide énormément au niveau de discuss.elastic.co. Donc merci beaucoup Yacine pour ta participation. Ça aide beaucoup la communauté, c'est vraiment très apprécié. C'est voilà. Une source d'inspiration. Ouais, aussi, moi je me rappelle mes premiers instants sur le forum Elasticsearch où j'essayais de répondre, j'essayais d'aider les gens et en fait des fois je disais des bêtises et j'étais repris par Shay ou par d'autres personnes qui disaient non mais en fait c'est pas exactement ça et en fait on apprend des propres bêtises qu'on peut dire parce qu'on est corrigé finalement. Donc c'est vraiment intéressant. Donc participez à ça. Yacine est très actif aussi sur le forum français. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire. Donc ceci conclut du coup nos 2 heures de session en français. Merci encore à Gala, Camille, Aline, Damien, Glenn, Benjamin et Yacine pour votre participation, le temps que vous avez pris pour tout ça. Et puis au plaisir de vous retrouver dans les différents meet-up francophones. Donc le tien, Yacine, c'est le meet-up Morocco, c'est ça, du Maroc? Morocco, on essaiera d'organiser quelque chose mi-mars. Ok, super. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Allez, bonne soirée. À très bientôt. Bye bye.